dans ce studio à la même heure hier. Ouais. Hein? Quasiment. On fait tellement de choses dans la semaine. Bonjour. Je vous salue quand même. Bonjour Daniel, bonjour Emmanuel, bonjour Gérard. Frédéric, bonjour mon éditorial. Alors pourquoi cet éditorial, vous allez comprendre, c'est parce que nous avons eu à tous créoles présenté la grammaire césarienne, c'est-à-dire la façon dont il a jugé bon d'indiquer la toponymie de la ville, le nom des rues, les lieux, les espaces. C'était tellement complexe, c'était tellement subtil qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pendant plus de... Combien d'années il a été maire? 50 ans, au moins. 50 ans, Ouais. 45, 2001, je crois. Comment il était une sorte de géant qui planait dans le ciel, mais qui savait prendre sa voiture, aller regarder les chantiers, descendre au niveau des choses. Aimé Césaire, la dignité en partage. Le cahier de retour au pays natal n'est pas un poème du passé. Oui, j'ai choisi cet angle-là, comme il y en avait 1000 pour Césaire, mais j'ai pris celui du retour au pays natal, celui qui a le plus de nostalgie, le plus de mélancolie. C'est un texte qui continue de nous interroger et parfois de nous regarder, de nous juger. Césaire ne revient pas au pays pour le célébrer. Il revient pour le dire tel qu'il est. Fatigué, humilié, abîmé par la colonisation et par le mépris intériorisé. Césaire refuse la nostalgie, il refuse l'excuse, il refuse le silence. Mais le cahier n'est pas une plainte, une lamentation. C'est une levée, c'est une reconquête. Et en quelque part, par la poésie, Césaire redonne une voix à celles et ceux à qui l'histoire a refusé la parole. Il transforme le verbe en acte politique, même si beaucoup d'entre nous disons que Césaire est complexe, on ne le comprend pas très bien, comme on dirait un petit peu, ou beaucoup de chamoiseaux. Il transforme donc le verbe en acte politique, la langue devient un outil de dignité. Ce texte nous rappelle une vérité essentielle. L'émancipation ne commence ni par la haine, ni par l'imitation servile, mais par la réconciliation avec soi-même. Césaire ne prêche pas le repli. Il parle d'un humanisme exigeant, capable de regarder le monde sans s'y dissoudre. Enfin, relire le cahier, aujourd'hui, ce n'est pas célébrer une icône, c'est accepter d'être dérangé. On est dérangé quand on lit Césaire. Car la dignité n'est jamais donnée, elle se conquiert. Et puis parfois, un poème fait plus pour la liberté qu'un long discours politique. Césaire a aussi écrit, de façon plus dure, d'autres textes, d'autres idées qui ont en quelque part bouleversé, maintenant au niveau de la décolonisation, qui ont bouleversé la planète. On s'arrêtera à cette dimension politique qui, en tous les cas pour nous, est, je crois, la colonne vertébrale de l'œuvre de Césaire. Jingle. Emmanuel, une ligne rouge a été franchie au sein de l'OTAN en évoquant la possibilité d'une attaque militaire contre un pays de l'OTAN. C'est une première, et c'est un bouleversement, et c'est de ça que tu vas nous parler. Oui, Je veux parler de M. Trump, naturellement. Oui, c'est un frère qui vient bousculer la chambre de son frère voisin. C'est quand même de ça qu'il s'agit. L'OTAN, qu'est-ce que c'est? L'OTAN, c'est une alliance défensive qui regroupe 32 États, alors principalement des États occidentaux, l'Europe, les États-Unis, etc., et qui se sont réunis dans l'objectif de garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires. C'est ça l'OTAN. Et on confond souvent l'OTAN avec l'Europe, mais c'est une alliance politique et militaire qui comprend les principaux pays d'Europe, mais qui s'étend au-delà de l'Europe, avec le Canada, les États-Unis notamment. Et donc, c'est un peu comme les trois mousquetaires, tous pour un pour tous. C'est ça la règle fondamentale de l'OTAN. Si tu es attaqué, je te défends, et je ne compte pas, je ne mégote pas mon intervention de défense. C'est la solidarité absolue entre ses membres. C'était ça l'esprit de l'OTAN quand ça a été constitué. Et aujourd'hui, Trump est arrivé. Et Trump, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas un mousquetaire. C'est pas quelqu'un qui a chevillé au corps l'esprit de solidarité. C'est un commerçant, c'est un homme d'argent, et lui, il envisage la négociation et la relation avec les membres de l'OTAN de manière financière. Donc la sécurité, ça se paye.
il y a la contrepartie financière. C'est ça la logique de Trump. Et il n'envisage pas ces organisations de solidarité où il estime que son engagement coûte trop et donc doit être d'une certaine manière facturé, remboursé, payé. Et donc il instaure une relation qui casse l'esprit d'origine de l'OTAN. Ça, c'est vraiment pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et, et là, il instaure un immense dilemme entre les membres de l'OTAN et les membres de l'Europe, qui ne sont pas du tout habitués à ça, qui jusqu'à présent étaient dans cet esprit de solidarité conjointe. Et là, ils ne savent plus trop comment se comporter. Et d'ailleurs, derrière le drame de cette fracture qui se déroule, on sent bien à quel point l'Europe est totalement tétanisée, est totalement même absente du jeu. Enfin, elle n'a plus les ressorts classiques pour pouvoir réagir à ce type d'injonction quasi financière imposée par Trump. Donc voilà, donc on a d'un côté des pays qui ont tellement peur de perdre le parapluie militaire américain qu'ils préfèrent se taire. Ça, c'est la première réaction. Et puis, il y en a d'autres qui ont un peu plus de courage et qui disent que ne pas réagir, c'est se perdre de toute façon. Donc, et là, on voit un peu la France qui sort du lot. Ça, c'est plutôt tout à notre honneur, je trouve, en ce moment. Mais beaucoup de pays européens qui... et donc, ça fracture également la solidarité européenne, ce comportement de Trump vis-à-vis de l'OTAN. Et puis, bien évidemment, tout ça, ça nous fait penser à la position gaullienne, puisque, souvenez-vous, en 1966, Charles de Gaulle retire la France du commandement intégré de l'OTAN, avec un message très clair à l'époque, qui était de dire l'alliance ne doit jamais se confondre avec subordination. Et donc, aussi petit était-il par rapport aux géants américains, par cet état d'esprit, il a montré quand même son point de force et il a donné un statut à la France qui a duré plusieurs décennies par cet acte de résistance, ne pas se laisser subordonner. Et je pense que ce serait peut-être bien que nos amis européens entendent aujourd'hui le message de Gaulle, parce que je trouve assez aberrant que dans le contexte actuel, il y a encore autant de pays européens qui continuent de s'approvisionner en armes chez les Américains, alors qu'ils savent bien que à un moment donné, c'est le président américain qui donnera l'autorisation d'appuyer sur le bouton s'ils ont besoin d'utiliser les armes. Donc, et ça continue. Donc, on est vraiment dans la subordination. Et malheureusement, en espérant que ce n'est qu'une parenthèse, mais le mal est fait et l'OTAN est quand même bien fissurée. Et va-t-elle sortir vivante de cette séquence? Là, les questions restent très ouvertes. Première précision, De Gaulle a pu ainsi, non pas qu'il n'ait pas la personnalité ou le charisme, l'autorité suffisante, mais il a pu sortir du commandement interallié parce que la France avait acquis l'arme nucléaire, les expériences étaient terminées. Ça, c'est une chose importante. Deuxièmement, notre ami, votre ami, notre ancien président, il ne faut pas dire de bêtises, Sarkozy a réintégré le commandement interallié de l'OTAN, sans que ça n'ait fait de vagues, sans que ça n'ait dérangé personne. Comme quoi, tu parlais de la mémoire délétère de gens, pas des Martiniquais plus que d'autres. Là, vraiment, c'est la preuve flagrante, une chose qui avait été à l'époque aussi fulgurante que de sortir du commandement de l'OTAN, que Sarkozy revienne, c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, dernière chose, ce que tu as dit de façon non pas allusive, mais sans préciser, c'est que lorsqu'on a acquis des armes américaines, et qu'on veut intervenir, il faut demander l'autorisation précise. C'est marrant. Mais alors, moi, j'avais de rajouter aussi un point, c'est qu'à cette époque où la France avait encore une voix internationale, le poids des États était relativement important. Aujourd'hui, il faut admettre l'idée que les États, notamment les Européens, se sont devenus des nains, se sont devenus des petits États face à des grands blocs qui sont très puissants. Et il y a encore ce débat, faut-il se coaliser entre pays européens pour former un troisième bloc avec une chance de peser? Ou alors faut-il se recentrer encore sur nos frontières et répondre aux sirènes du nationalisme qui finalement fractionne l'Europe et là s'empêcher de peser? C'est un vrai débat politique parce que je pense que l'issue de tout ça ne se fera pas à travers des États indépendants. Moi, je crois qu'il faut maintenant se poser la question de renforcer la puissance de l'Europe
part une vraie coalition de ses membres. Frédéric Vicher en Martinique, GBH, le groupe Ayotte, dénonce une localisation trompeuse, une focalisation, pas localisation trompeuse, sur la marge des distributeurs. C'est-à-dire que pour évacuer les autres problèmes, on dit ben, c'est les distributeurs, tu vas développer ce sujet. Mais la localisation sur un problème est une focalisation, puisque l'écart de prix résulte Merci d'avoir attrapé principalement ma bourde. de facteurs structurels. Transport, alors les facteurs structurels, vous les connaissez, le transport, la fiscalité, la logistique. Donc tout ça viendrait, les prix chers viendraient non pas de marge excessive, c'est-à-dire du fait que le distributeur souhaite faire plus d'argent sur le dos de ses consommateurs, mais viendrait de la structure que je vais expliciter. C'est un article effectivement d'un acteur de la grande distribution, et le sujet est bien de dire qu'il y a des vraies raisons structurelles à la vie chère. Voilà. Alors, quels sont les différents points qui nous coûtent cher à la fin dans notre panier, dans le panier de la ménagère? C'est tout d'abord le transport des marchandises. Dans l'Hexagone, à comparer, ce transport est assez faible, puisqu'on est sur une zone territoriale distincte, délimitée, pardon. En Martinique, il faut le reconnaître, c'est une distance qui est très élevée. L'éloignement, le fret maritime, tout cela coûte plus cher. Il y a également les taxes locales que nous connaissons, à savoir l'octroi de mer, qui n'existe pas dans l'Hexagone, qui n'existe pas dans les zones de l'Union européenne, mais qui existe chez nous par exception, pour le moment, qui est une fiscalité qui nous est spécifique. Il y a le sujet de la logistique et du stockage, qui sont standards quand on est dans l'Hexagone, mais qui sont beaucoup plus coûteux quand on est en Martinique. C'est simple, les marchandises, elles sont manipulées à plusieurs reprises sur la chaîne de distribution. Elles sont stockées plusieurs fois entre les ports, les entrepôts, les différentes zones de stockage. Et puis, elles sont aussi conservées plus longtemps pour améliorer, pour éviter les ruptures d'approvisionnement, ce qui mécaniquement augmente la chaîne logistique, les coûts logistiques. Et puis, il y a la marge du distributeur qui est, selon lui, comparable, que ce soit dans l'Hexagone ou la Martinique, avec des charges élevées, je l'ai dit, un marché étroit pour nous. Donc, finalement, le résultat réel du distributeur est faible dans l'Hexagone. Il faut dire que les marges sont faibles dans la grande distribution, dans l'Hexagone comme partout. Et elles sont faibles également en Martinique. Et le prix payé par le consommateur est plus bas dans l'Hexagone qu'en Martinique, qui est plus élevé. Donc, les chiffres, ils montrent une chose qui est assez simple, c'est que tant qu'on va refuser, et on peut tous s'entendre sur ça, je pense, sur le transport, tant qu'on va refuser d'agir sur le transport, sur la fiscalité, sur la continuité territoriale, les prix resteront élevés et le débat va se poursuivre, puisque je pense que protéger le pouvoir d'achat, c'est déjà d'avoir cet encadrement étatique et fiscal qui permettra ensuite, une fois que ce travail de cadre sera fait, de dire que dans le contenu, les marges, d'arbitrer si les marges sont trop élevées, pas assez élevées. Mais tant qu'on n'aura pas le cadre clair, comment pouvons-nous juger de façon certaine du contenu? Donc c'est finalement le raisonnement que je propose et qui est inspiré de cet article. C'est-à-dire que faire des distributeurs les boucs émissaires de la vie chère permet surtout d'éviter, comme tu l'as dit, de regarder les responsabilités structurelles qui sont pour partie celles de l'État, de la fiscalité locale. Si vous achetez une voiture dans le Var, endroit que tu connais, vous attendez 4 jours pour qu'on vous la livre, parce qu'ils n'ont pas en stock. Le concessionnaire, aussi important que pour nous, que BH, a un espace aussi grand que le sien, avec les différentes voitures qui sont vendues. Il n'a que les voitures de démonstration. Il n'a pas d'atelier parce que c'est sous-traité par ailleurs. Donc, vous vous rendez compte de la facilité de business comme ça. Il a 4 vendeurs et il fait sa marge sur la vente. Pas de stockage, pas de pièces, pas de réparation et tout ça. Voilà. La France refuse à ce stade de rejoindre le Conseil de la paix, donc proposé par Donald Trump. C'est vous dire qu'il y a quand même une résistance maintenant à Donald Trump. C'est ce que Christian va nous expliquer.
Oui. The Bold Peace, c'est ça le terme en anglais, le Conseil de la paix. Effectivement, alors Donald Trump, première analyse après Gaza, hein, le conflit c'est de ça qu'on parle. Israël-Hamas, en septembre 2025, c'est là qu'il a pris que cette idée lui est venue de diriger un Conseil de la paix. C'est quoi les constats? Les constats, c'est que, prenons 3 exemples, l'Irak, la Libye, notamment, enfin 2 ou 3 exemples, qui sont, ou l'Afghanistan peut-être, qui sont déstabilisés, si vous voulez, par les questions de guerre, par les questions de... Voilà, dès lors qu'il y a des situations conflictuelles et qu'on essaie de rétablir la paix, il faut pouvoir la mettre en place, la paix. Il faut la mettre en place. Alors, on pourrait penser que c'est l'ONU a sa responsabilité, l'Organisation des Nations Unies, mais Trump, il va plus loin. Trump dit, ça ne fonctionne pas, donc il faut que je crée quelque chose. Donc il propose de créer le Conseil de la paix. 3 objectifs déclarés: promouvoir la stabilité dans les zones de conflit, un petit peu hein, dans des termes plus précis, restaurer une gouvernance légitime et efficace, et assurer une paix durable dans les régions touchées par la guerre. Hein, c'est bien le sujet parce que voilà, il faut que les résultats soient tangibles, puisque jusqu'à maintenant, ce n'est pas, voilà, on n'est pas satisfait. Alors, a priori, ces intentions-là sont très séduisantes, puisqu'elles sont, vous voyez, humaines, a priori, créer les conditions d'une réactivation de la vie civile, de la démocratie, du développement. Bon, voilà. Mais dans le détail, il faut aller plus loin. Quel est le fonctionnement de ces structures? Déjà, M. Trump se met président. Il se déclare président, s'auto-déclare président, mais il n'est pas président seulement, il est président à vie. À vie, il a le rôle décisionnel, il a le rôle de contrôle. Deuxièmement, le statut de cette nouvelle structure, c'est une organisation privée, indépendante, et chaque membre doit payer sa participation. Pour avoir un siège, il faut payer $1 milliard. Donc, vous voulez, c'est Tout à fait. Bon. Alors, Trump, il a profité bien évidemment de sa présence à Davos, en Suisse, pour pouvoir présenter notamment son projet. Et il a obtenu 19 signatures. 19 pays qui ont signé, dont l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Qatar, la Jordanie, le Pakistan, le Maroc, la Hongrie, la Bulgarie. 19 signatures. Aujourd'hui, Trump dit qu'il y a 35 pays qui sont prêts à signer. Mais en face de ça, alors, rappelons qu'aussi, il avait envoyé 60 invitations. Donc, on peut faire effectivement une évaluation, le ratio. Alors, évidemment, ça ne va pas sans critique, puisque l'Europe, notamment, dans le cadre notamment du Groenland, entre autres, si vous voulez, il y a une situation qui est assez préoccupante entre l'Europe et les États-Unis. En plus, il est un peu accusé, si vous voulez, de discréditer l'ONU. Hein, pourquoi il n'est pas passé par l'ONU? Alors, il donne des exemples. Il dit, par exemple, à Gaza, le Conseil de la paix sera chargé de superviser les retraits israéliens, la reconstruction, favoriser les déminages, favoriser le relogement. Ce sont toutes des choses qui peuvent se passer dans d'autres pays également. Il a le soutien également de Tony Blair, de la Grande-Bretagne, et de Marco Rubio. Et puis, il y a des pays qui sont silencieux. Ils disent rien. La Russie, bien sûr. Comment la Russie va accepter un président à vie dans une organisation? La Chine ne dit rien pour l'instant, ils sont silencieux. Le Brésil, l'Inde, tous ces pays, les Corées. Alors la France est refus. Hein. Oh. La France, le Canada, le Royaume-Uni sont complètement opposés. Voilà. Bon, alors la question que j'ai envie de me poser, comment des pays, en fait, Trump, quelque part, il se dit je suis président à vie, au même titre qu'il y a d'autres qui sont présidents à vie dans les pays qu'on a cités. Donc c'est... En tout cas, quel sera l'avenir de ce Conseil de la paix? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une situation qui mobilise en tout cas les rédactions aujourd'hui et les interrogations politiques. Et est-ce que le Conseil de la paix, ce n'est pas une vaste opération immobilière pour reconstruire le paradis touristique qui fait partie des fantasmes de Gaza? Ta question contient la réponse. Bien sûr, puisque son gendre est absolument concerné. Et on remarque qu'il n'est jamais question des Palestiniens. Non. Dans tous les projets, les Palestiniens en sont exclus. Bon, il y a une chose qui m'interpelle, au-delà de ces pitreries internationales et géopolitiques. Quel est le staff, quelle est l'équipe qu'il a avec lui pour produire comme ça tous les jours? Hein, c'est tous les jours qu'il pond une idée, puis il fait marche arrière quand c'est trop chaud. J'aimerais voir ces gens-là travailler.
Parce que ça fuse, hein. Oui. Les idées farfelues. Et tous les jours, il y a un projet, tous les jours, il y a une idée, tous les jours, il y a Mais tous une les jours, guerre dans une l'air. turbulence, ouais, absolument, parce turbulence. qu'on voit ce qui se passe à Minneapolis aujourd'hui. Enfin, entre autres, Techniquement, aux États-Unis. nous savons comment nous travaillons. On sait comment on choisit les Mais sujets, comment on il discute. n'a pas de problème pour payer des gens, c'est un milliardaire. Donc Non, c'est pas le fait qu'il les paye, mais si, la si, mais méthode là, de travail que j'aimerais Je savoir. pense qu'il a une méthode, Ah, ce oui. qu'on appelle la méthode disruptive, c'est-à-dire qu'il sort des codes, il interpelle avec outrance, mais ça fait partie de la Oui. technique de Oui. négociation. Oui. Donc, il te Peut-être. promet 10 coups de poing, et puis s'il ne t'en donne que 2, tu es content, parce que tu n'en as eu que 2. Oui. Mais au final, son objectif au départ, c'était de t'en donner C'était 2. Ouais. Mais c'est ça le mécanisme. Donc, il annonce des choses inacceptables, et puis il rétropédale. Et puis, quand on paye que 10% de taxes, par exemple, on est content, mais en réalité, ces 10%, c'est énorme en regard de ce qu'on payait avant. C'est ça la méthode Trump. La sidération. C'est frapper fort. Moi, pour- oui, c'est absolument ce qu'il fait. Ouais. Et je pensais à la mise en œuvre des fiches qu'il doit faire, qu'il doit écrire, les projets. C'est pas lui qui fait des fiches, parce Pour un qu'on te homme- dit pour qu'il un ne peut pas homme. lire plus que les communiqués de ses conseillers, Pour il un ne lit homme. même pas. Pour un homme dont on dit qu'il perd ses moyens cognitifs, je Ouais. trouve que c'est vrai ça. qu'il bouscule le monde, C'est de quand ce même. concept. Je ne vois pas les choses de façon abstraite et théorique. Je vois concrètement dans la pratique, entre Mar-a-Lago, il va jouer au golf, il revient et tout. Ouais, j'essaie de voir les choses. Ah, J'essaie d'imaginer. Quand on pense que les Iraniens attendent Trump, quoi, aussi. Hein. Enfin, les Iraniens, les Iraniennes notamment, tous ceux peuple. qui sont le peuple. Le peuple Donc, qu'il a d'ailleurs appelé à oui. se soulever. Oui, Et il n'est pas c'est ça. venu. Et donc, il a quand même mis dans Oui, la tout à rue. fait, Des gens. absolument. Enfin, il les a amenés Mais au c'est- massacre, oui. Il les a mis au massacre. Ouais. Oui, c'est En tous les cas, donc, Emmanuel, 62% des Français sont favorables à une certification indépendante des médias en ligne, comme on dit. On leur donne un label de qualité, de sérieux, d'indépendance et d'autonomie. Est-ce que c'est faisable, une chose comme ça, dans le système démocratique que nous connaissons? En tout cas, c'est ce baromètre. Alors, c'est un baromètre qui mesure la relation des citoyens avec leur système d'information. Et c'est intéressant parce que, d'une certaine mesure, ce baromètre mesure la santé de la démocratie. Tu précises qu'il s'agit du baromètre Lacroix-Verriand? Oui, c'est un baromètre, la Croix-Verriand, La Poste. La Poste, qui est le baromètre de la confiance dans les médias. Voilà. En gros, c'est ça. Et les chiffres qui sont... Donc, il a été établi à la fin de 2025 et les chiffres ont été annoncés au mois de janvier, donc cette année, et avec des chiffres assez surprenants puisque 61% des Français se disent défiants vis-à-vis des médias. Il y a une vraie défiance vis-à-vis des médias. Donc, et là, c'est un point de bascule parce que jusqu'alors, on n'était pas dans cette majorité-là. Donc, il y a un vrai point de rupture dans la relation des Français vis-à-vis des médias, quels qu'ils soient, donc les médias en général. Mais le point paradoxal, c'est que dans le même temps, 58% des Français font confiance aux journalistes. Donc il y a une relation à l'info qui est défiante, mais une confiance maintenue dans le métier, dans l'homme, dans le journaliste. Alors il faut comprendre pourquoi ce paradoxe. Alors il y a plein d'aspects. Moi, j'essaie je pense que le phénomène de l'IA, qui est rentré dans la fabrication de l'information, met en panique les opinions publiques. Parce qu'on se rend compte quand même, avec un peu de lucidité, que l'information que produisent les médias n'est plus tout à fait le fruit des hommes, en tout cas pour une bonne partie, et peut-être le fruit des algorithmes qui contribuent à la fabrication de l'information. Et là, c'est ce qui pourrait expliquer le doute En partie. que l'on a vis-à-vis des médias. Donc ça veut dire que le rôle de l'information est en train de changer de nature, et donc ça instaure un doute, et ça instaure de nouvelles attentes vis-à-vis de l'information, notamment des attentes de labellisation. On voit remonter une envie de l'opinion publique de dire ce serait peut-être bien que l'info produite par tel média soit labellisée. Donc je sais qu'il y a un débat là-dessus, sur le label de vérité. 62% des Français souhaitent une certification indépendante des sites web qui produisent de l'information. Donc ça, c'est un signal fort. Et puis, je pense que c'est toujours pareil, dans ces moments de perturbation, peut-être que l'esprit critique se réveille enfin on peut le souhaiter. En tout cas, il y a une certaine lucidité qui apparaît dans ce baromètre, puisque une grande majorité des Français, près de 80% d'entre eux, comprennent qu'il faut séparer maintenant ce qui relève de l'information de ce qui relève de l'opinion. Or, nos médias, il faut bien dire, ces 10 dernières années, ont mélangé les genres.
et on croit détenir une information quand finalement on consomme une opinion et on ne sait plus, et on l'a bien vu les dernières années qu'on a vécues, comment on était perturbé, notamment, je pense en particulier à la période du Covid, comment ces deux concepts se mélangeaient allègrement au point de cristalliser les opinions. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce baromètre. Il y a plein de choses à dire, mais on a pris un peu de retard. En tous les cas, en Martinique, quand on discute avec les personnes qu'on rencontre, tout le monde est de bonne composition, tout le monde est tolérant, tout le monde est tout à fait. Et puis il y a FUSE, d'où la crédibilité, c'est le sujet d'après ton sujet préparé un petit peu, celui que Daniel va traiter maintenant. Et puis on se rend compte que tous ces gens qui sont de bonne volonté n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix, ils n'agissent pas réellement. Au niveau des élections, on voit que l'abstention est énorme, presque toutes les élections, sauf peut-être les municipales un peu moins. Au niveau de la presse, il y a de moins en moins de vrais journalistes. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas journalistes, nous sommes des militants de l'information. Donc, il faudra qu'on fasse quelque chose, et c'est pour ça que le sujet que va traiter Daniel s'appelle « Réunir les personnes de bonne volonté pour refaire société ». À toi la parole, Daniel. Alors tout de suite, hein, on lève tout équivoque, hein, c'est pas un programme électoral, c'est aucune proposition en ce sens, hein, c'est une réflexion partagée. Ça pourrait l'être. C'est une réflexion à partager et à soumettre des idées. Alors déjà, le constat, hein, tu as commencé à le dire, c'est vrai que nous sommes dans une société où les blessures mémorielles sont importantes, les tensions sociales le sont, les fragilités économiques. Et il y a aussi un élément nouveau qui est plus récent et qui fait suite au sujet qui est traité par Emmanuel, c'est-à-dire la peur des personnes de s'exprimer. La peur de donner son opinion parce que la peur d'être stigmatisé, la peur d'être caricaturé, la peur d'être attaqué tout simplement. Et quand on connaît la violence des propos sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a des gens que ça dissuade de participer au débat citoyen en donnant leur opinion. Alors, il y a des éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir faire ce consensus dans la volonté de vouloir contribuer. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il ne s'agit pas de faire la morale, mais pouvoir dire qu'elle serait échangée sur les conditions pour permettre cet échange entre personnes de bonne volonté. Alors, il y a un certain nombre de préalables hein, qui sont des choses qui nécessitent qu'on soit d'accord. Par exemple, considérer qu'on n'est pas dans une société binaire où il faut considérer que quoi qu'il arrive, c'est toujours le pays contre l'État, le peuple contre les élus, les salariés contre les patrons. Il y a la place pour la nuance, il y a de la place pour la discussion. Ensuite, admettre le principe de la légitimité, c'est-à-dire que quand il y a des élus qui sont élus par le suffrage universel, qui est un exercice démocratique, ils ont une légitimité d'élu, que le syndicaliste... Qu'on doit respecter, que le syndicaliste qui a été élu par ses pairs, que les chefs d'entreprise qui décident de mettre leur énergie et leur patrimoine en jeu pour pouvoir créer de la richesse, tout ça, c'est des choses, des éléments qui doivent être pris en compte dans le débat social pour pouvoir participer. Et puis, il me semble qu'il faut aussi qu'on considère les réseaux sociaux, c'est le temps court. Il faut tout, alors que nous sommes à un moment où le temps un peu plus long est nécessaire pour permettre cet échange et ce partage. Alors peut-être qu'il faut imaginer pas des grands rassemblements très médiatisés, où il y a des postures qui sont prises, où l'ego prend sa place, mais peut-être plus des petits groupes, à condition qu'ils soient intergénérationnels, qu'ils regroupent des personnes de milieux sociaux différents, de façon à pouvoir échanger. Et je me dis, mais pourquoi pas créer ce qu'on pourrait appeler autour d'un TPI, par exemple, c'est-à-dire que, savons que on pouvons faire à tout moment, on peut faire coquelicot, gingembre, etc. On se réunit et puis on échange dans différents coins de la Martinique. Moi, j'aurais fait autour d'un prochain.
Alors, l'abus d'alcool est dangereux, donc on ne parle pas d'alcool. C'est pour ça que je suggère autour d'un TPI. D'accord. Et donc, d'un jus de non, fruits. mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a de la place. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on a de la chance d'avoir un tissu associatif et un tissu de club-service qui est très, très fort, plus fort au nombre d'habitants que la France continentale. Souvent, on se décrit en étant moins que. Là, on est plus que. Même s'il y a une certaine crise de l'engagement et du bénévolat, mais on a encore cette richesse-là et on a de quoi puiser. Donc, nous savons que nous pouvons chacun, parce que chacun a sa part, et chacun peut faire sa part de colibri pour aider à faire de cette société une société qui soit plus de partage. On va y réfléchir. Pourquoi les biais cognitifs ne suffisent pas à expliquer l'inaction écologique? Ça paraît du charabia, mais Frédéric, avec Pas pour Frédéric. son éclairage, va Alors, décrypter. je vous remercie du compliment. C'est quoi un biais cognitif déjà? Alors, il y a biais et cognitif. Donc, un biais, c'est une façon de penser qui est bien à vous. Par exemple, un biais, ça peut être un biais politique. Vous avez une façon de penser de gauche, vous avez une façon de penser plutôt de droite. Et cognitif, c'est ce qui relève de votre entendement. Donc un biais cognitif, ce sont des réflexes de pensée, des réflexes de raisonnement qui sont conditionnés par votre histoire, etc. Voilà. Donc, finalement, le biais cognitif, c'est comment l'inaction écologique, c'est-à-dire le fait que nous ne faisons rien pour l'environnement, s'explique par les biais cognitifs, c'est-à-dire par ces raisonnements un petit peu préétablis, ces préjugés, pour aller vite. Bon. Alors, un des biais, c'est que l'humain ne perçoit pas les menaces lointaines. Ça explique souvent pourquoi est-ce que écologiquement, nous ne faisons rien. Eh bien, ce qu'oublie ce biais cognitif, parce qu'à chaque fois je vais vous dire peut-être ce qu'oublie ce biais, ce qu'oublie ce préjugé, pour aller vite, les décisions ne sont pas celles de l'humain, ce sont des décisions industrielles et politiques. Donc, ça déresponsabilise ce biais les véritables décideurs. Autre biais, les citoyens ne savent pas. Donc, c'est normal, on n'est pas informé, donc c'est normal que l'écologie ne soit pas notre priorité. Eh bien, ce qu'oublie ce biais, c'est que le consensus scientifique existe et se pose depuis plus d'une cinquantaine d'années et qu'il y a quand même une inaction publique qui est aujourd'hui légitimée. Autre biais, les comportements sont le problème, nos comportements sont le problème. Eh bien, les gestes individuels sont prouvés, même s'il faut toujours faire des efforts, hein, attention, hein, mais comme un peu marginaux par rapport à la responsabilité des entreprises et des grandes structures. Donc, ce serait peut-être presque de la culpabilisation de citoyens. La solution viendra plus tard. Eh bien non, l'urgence écologique, elle est tout à fait actuelle et j'ai même envie de dire que parfois il est trop tard, mais restons positifs et cessons de reporter les décisions contraignantes. Et enfin, le problème de coordination, je pense qu'il s'agit peut-être plus, là encore un biais, mais il s'agit peut-être plus pour être dans le réel de rapport de force et d'intérêt économique avec un véritable immobilisme institutionnel et les logiques extractivistes, c'est-à-dire quand on va retirer les minéraux, notamment avec des enfants dans certaines zones, complètement anti-écologiques pour faire nos portables, hein, sont souvent passés sous silence parce que, il faut le dire, dans le réel, il y a une destruction organisée du vivant. Alors, pour conclure, ce n'est peut-être pas un problème de cerveau, c'est un problème de courage politique. Les sociétés humaines savent absolument bien protéger ce qu'elles décident de protéger et l'inaction écologique n'est ni accidentelle ni fatale, elle est le résultat de choix répétés, rationnels et profitables pour quelques-uns. Ça mérite un jingle, ça. Daniel va nous traiter d'un sujet extrêmement intéressant. Elle va nous parler des grands médecins de la Martinique. C'est-à-dire que la Martinique a de grands écrivains, de grands peintres, et puis elle a aussi de grands médecins. Elle a toujours
Ah bon, Oui, alors il s'agit de traiter, de présenter l'ouvrage de Yves Catonnet qui parle de 4 grands médecins de la Martinique. Alors déjà, présenter Yves Catonnet, parce qu'il y a encore des gens qui se souviennent, Yves Catonnet, il est professeur des universités, il est praticien en orthopédie. Et il a créé le service d'orthopédie à la Martinique, au CHU. C'est lui, et il a été le chef de ce service d'orthopédie. Et il a été en Martinique pendant 24 ans. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il vient en Martinique, c'est parce qu'il a été l'élève, l'interne, pas l'élève, l'interne du professeur Wakami, Raymond Wakami, qui est donc un des professeurs dont il sera question. Alors là, c'est le portrait de quatre médecins, et je dirais à travers le temps, puisque le plus ancien, qui est Hippolyte Maurestin, est né en 1867 à Basse-Pointe, et le plus récent, c'est Raymond Wakami, qui est né en 1927, donc il y a quasiment 70 ans, presque d'écart entre les deux. Et ce qui est intéressant, ce sont les parcours de ces médecins, de là où ils partent. C'est-à-dire que je dirais qu'ils sont comme vous et moi dans la façon de vivre au départ, et puis il nous décrit comment ils arrivent à Paris et quel est leur parcours professionnel. Et ce parcours professionnel et de là où ils partent, ça nous permet aussi de suivre l'évolution de la société. Quand on voit l'environnement d'Hippolyte Maurestin et l'environnement de Wakami, la société martiniquaise a considérablement évolué. Et ce qui les rapproche, ce qui est commun, c'est le parcours d'excellence, quels que soient les 4. Hippolyte Maurestin, il va rester dans l'histoire de la médecine comme étant le spécialiste de la réparation des mâchoires et le précurseur de la chirurgie esthétique. Hippolyte Maurestin, notamment, on l'apprend partout, c'est lui qui a permis la restauration des gueules cassées de la guerre de 14-18. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est un professeur éminent en médecine, on donne son nom à des techniques opératoires, à des instruments, même quelquefois à un muscle ou à un nerf. Et Hippolyte Maurestin, jusqu'à présent, il a créé des instruments qui sont utilisés jusqu'à présent. Ensuite, on passe à Garcin, qui est Raymond Garcin, qui va être spécialiste, lui, en neurologie. Et il va faire un parcours de découverte, chacun à leur niveau. Et par exemple, il y a un nerf qui s'appelle le nerf Garcin. Ensuite, on va arriver à Turiaf. Turiaf qui va être ils sont tous de renommée internationale, qui va être spécialiste de l'asthme, de la sarcoïdose et de l'amiante. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre de découvrir les conséquences, le professeur Turiaf, de l'amiante sur la santé humaine. Et le professeur Wakami, il crée, un vissage pour le rachis cervical. C'est une technique qu'il va créer. Et tous les 4, ils sont soit professeurs agrégés, ils sont tous titulaires de chaires. Le professeur Turiaf va être président de l'Académie de médecine de France. Et ils sont tous à l'international, c'est qu'ils sont tous demandés. Ils vont faire des conférences. Ce sont des gens qui publient énormément des articles, des ouvrages. Et donc, ces médecins-là, qui sont nos médecins, qui viennent d'ici, ce sont des médecins qui ont laissé leurs traces, qui ont innové, qui sont excellents et qui sont dans l'international. Et si je dois continuer, je vous conseille de venir à la conférence de Tous Créoles du mercredi 4 février, où le professeur Catonnet va vous présenter ces 4 médecins d'excellence martiniquais. Conférence qui sera introduite avec son brio habituel par Daniel Marcelin. Ah ben, si tu le dis. Jingle, musique. Alors, mesdames et messieurs, la semaine dernière, Gérard m'a dit « Ce serait bien que tu parles un peu d'Haïti. » Et j'ai ouvert les yeux, j'ai dit « Mais tu as tout à fait raison, Gérard. » Parce que Haïti, c'est prodigieux en littérature, en peinture, mais en musique aussi. Alors, la musique haïtienne, elle est de multiforme, elle est très riche, elle a beaucoup influencé nos musiques ici, elle est beaucoup consommée par les Antilles françaises, et il y a un lien très fort entre Haïti et nous.
Mais la musique haïtienne s'inscrit, bien évidemment, s'inscrit dans l'histoire de la Caraïbe, l'histoire de l'Afrique et l'histoire de la colonisation. Hein. Et donc, on va retrouver dans un premier temps, et c'est ce que je vais vous proposer comme première vidéo, ce qu'on appelle le rara haïtien. Regardez les couleurs, écoutez les rythmes. Yes. Oui. T'as le chaud. T'as le chaud. Oui. Alors, il y a toute espèce de flûte, toute espèce de tambour. Ils prennent des flûtes avec des machines de Giromont, ils font, enfin, voilà. Et on voit effectivement comment dire, la puissance un peu des traditions africaines dans cette musique. Donc, alors là, je vais vous parler aussi, non pas de la musique du vaudou, puisque le vaudou aussi amène beaucoup de formes d'expression, mais des percussions qui sont généralement réalisées quand il y a des cérémonies vaudou. Juste après ça. Voilà. En fait, on avait 2 vidéos sur ça, parce que vous voyez, j'ai tenu à proposer les 2 vidéos parce que ce sont 2 formes d'expression différentes et des couleurs différentes, et ça montre la magnificence, effectivement, de l'expression. Tu voulais dire? Oui, juste en voyant ces images avec le bâton, ça me fait penser une fois à Lydie Bétis au Cermac dans au Cénacle. La danse du bâton, elle est commune à toute la Caraïbe. Et elle a fait venir des groupes d'Haïti, de Guadeloupe et de Martinique. Et on retrouve cette danse avec ses percussions dans toute la Caraïbe. Cette tradition, absolument, très intéressant. Ouais. Voilà, donc on va continuer. J'ai sélectionné une petite vidéo avec des percussions avant une cérémonie vaudou. Vous allez voir. Voilà. Mais ça me paraît très original aussi parce qu'il y a des traditions comme ça rythmiques qui sont là. Au départ, on disait tam-tam, on pensait que ça faisait un seul bruit, mais au contraire, les tambours font beaucoup de sons, il y a des gammes, il y a de la mélodie, il y a un partage qui est extraordinaire. Voilà. Alors, nous avons été beaucoup influencés par l'époque des années 50 ou 60, où il y a eu notamment ce qu'on appelle la cadence rampaille, qui est devenue le compas direct aussi. Ouais. Et il y a eu des porteurs. Il y a eu Weber Sicot, il y a eu Pierre Blin, il y a eu Nemo Jean-Baptiste. Je vous ai sélectionné un petit extrait du groupe Weber Sicot. Écoutons. Voilà. Alors, le titre s'appelle Machin de poule. Ah. Mais tu le disais, Frédéric, l'accordéon a un rôle central. Vous vous rappelez que nous avons eu l'occasion de parler de Durousier, qui a été l'accordéoniste de Nemo Jean-Baptiste et qui était phénoménal. Tout le monde connaissait les solos d'accordéon. Hein, Gérard, tu connais ça? Alors, on va continuer toujours dans la même orientation avec précisément Nemo Jean-Baptiste. Je vous invite à écouter quelques extraits.
passez premier, vous passez deuxième, vous passez troisième. Vous passez quatrième, arrivez en cinquième, tout de suite c'est là. Mon chien à l'école, à où à Philippe, au plein mon chauffeur, à où à Philippe, au train de Sébat, à où à Philippe, au passeur continuer, à où à Philippe, car on joue volé, pays étranger. De beaux souvenirs, ouais, quand même. Ah, magnifique, vraiment. Je pense qu'il y a toute une génération de gens qui... Moi, je sais qu'il y a un millier, 2 milliers, 3 milliers ou plus de personnes qui sont entrées maintenant à C'est ça. Donc ça, c'est 1968, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, je vais faire un petit clin d'œil parce qu'on se rappelle le règne du compas. Le compas qui, aujourd'hui, quand vous allez dans des déjeuners dansants, c'est compas, la musique est très, très présente, la musique haïtienne. Et je vais faire un clin d'œil à un groupe qui était très, très costaud, qui s'appelle les Skacha. Oui. Voilà, Skacha number 1. Ah oui, Dans mon colère, Jouma, Babel. Maintenant qu'à fou la joie, parole s'écoute tambour. Ma sémenté, en vérité ton air. Quand t'as piqué comme pour nous, ça qu'a coulé. La Martinique, moi t'ai rencontré. La Martinique, tout est fait connaissance. Le Skacha, c'est un gros souvenir aussi. Et vous savez, moi, j'étais étudiant et on s'entendait, on était très branchés, Skacha, Tabou Combo. Et c'était les voir ici après, c'est extraordinaire. Hein? Et les Antilles ont toujours été un marché aussi pour cette musique haïtienne, très méritante d'ailleurs. Et puis, il y a eu les groupes, les mini-jazz, on a eu les Gypsies de Pétionville. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Et ça aussi, ça a fonctionné très Parce dur que ici, quoi. tu vas continuer. Hein. Ah, voilà, j'ai demandé à Gérard de faire 2 émissions sur la musique haïtienne. Je pense que ça vaut le coup. Vous- Il y a tellement de richesses que je pense que c'est... Et ça a été voté à l'unanimité. Voilà. Alors, je vais terminer avec une femme qui a une grâce extraordinaire, qui s'appelle Emeline Michel. Je crois qu'elle vit au Canada. Elle est venue ici à plusieurs reprises. On l'avait invitée aussi à Bini Jazz. Et c'est une femme qui a un talent et une grâce qui, personnellement, ça me touche beaucoup. Alors, je vous invite à partager avec moi ce regard. L'amour c'est flamme qui éclairait devant. L'amour c'est comme, c'est semblé les fans. L'amour c'est âme qui fait me sentir femme. L'amour c'est âme. Chaque fois tant coup première fois, chaque fois tant coup dernière fois. L'amour nous c'est tout pour tout, nous pas qu'à miser dans route. Quand nous marrer, soit coulin de palais, quand cap chanter, nous fin carap danser. L'amour c'est flamme qui éclairait devant. L'amour c'est comme, c'est semblé les fans. L'amour c'est âme qui fait me sentir femme. L'amour c'est âme. Bon, on a terminé là pour aujourd'hui. J'aimerais faire un petit clin d'œil quand même à beaucoup de groupes qui,
Accolade, Bossa Combo, Les Difficiles de New York. Il y a eu beaucoup de... Non, mais vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez pas. Et puis Magnum, bien sûr, Tabu Combo, tous ces groupes qui ont porté la musique haïtienne à l'international et qui font qu'aujourd'hui, elle est très présente, quoi. Elle est présente en Afrique, elle est présente au Canada, elle est présente aux États-Unis. Les Haïtiens ont exporté leur musique et ils ont aussi contribué, si vous voulez, à épouser la musique antillaise, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils ont pratiqué ce que toi tu appelles l'économie de la musique est-ce qu'ils ont récupéré leurs droits? Parce que un morceau comme New York City des Skachas, ça devrait c'est sûr. Alors, enfin, dans mon vécu professionnel, ils ont compris très rapidement l'intérêt de déposer à la SACEM et de percevoir leurs droits. C'est clair. Et je vais même vous raconter quelque chose. Il semble qu'on m'a dit qu'il y a une rue à Pétionville qui s'appelle la rue de la SACEM. Non, mais pourquoi? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui résident et ils reçoivent leurs droits. Donc, et c'est vrai que quand un Haïtien touche 3 000, 4 000 euros de droits, enfin, et il y en a plus, hein, puisque je pense notamment à Adrien Dupuis, qui avait créé l'Hélène Chéri, que j'avais reçu à mon bureau, et qui, voilà, quelques années après, il m'a dit, mais monsieur Boutan, après, bon Dieu, c'est où? Non, mais je vous dis, non, mais, parce qu'on ne mesure pas aussi le rôle qu'on avait, en tout cas que moi j'essayais d'avoir vis-à-vis de... Il y a une rue Boutan d'ailleurs à Pétionville aussi. Non, quand même pas. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir quand même de travailler avec eux. Et la semaine prochaine, je vais vous proposer un panel un peu différent aussi de musique haïtienne. J'ai connu Haïti juste après Papadoc, à l'époque de Babydoc, où la société n'était pas encore déstructurée comme depuis elle est devenue. Et il y avait des endroits comme le cabaret de l'hôtel Olofsson où tu allais danser le compas direct avec des hommes en costume, cravate, des dames en robe longue qui dansaient le compas direct. Mais je trouvais ça assez extraordinaire, tu vois, quand ici on allait danser en gendo, ce qui veut dire blue jean. Je vois que là, en Haïti, il y avait cette distinction septentrionale. Un grand orchestre haïtien, c'était avant le théâtre Gaston. C'est extraordinaire. Mais là aussi, alors franchement... En tous les cas, nous faisons une émission. Je vous remercie d'être venu une fois de plus. On a dépassé la 100e émission. On va persévérer depuis longtemps. J'oublie chaque fois de demander à David de nous dire exactement quel est le millésime. 128 émissions. C'est bien d'avoir une oreillette. 228. C'est incroyable. 228 Non, on a dépassé les 200. Alors. Oui, alors, on a dépassé les 200. Aussi, le temps passe vite, n'est-ce pas, hein? Ça nous rapproche de... Non, terminer avec une autre guerre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans 15 jours, si tu veux bien. Avec plaisir. Je vous souhaite de passer... bonne semaine. Aux téléspectateurs également, je remercie, comme d'habitude, je le ferai à chaque fois, les techniciens, l'administratif, Flore, Filias, Max, Rose, qui nous permettent de nous exprimer et d'évoquer des sujets qui sont finalement intéressants. Moi, je me suis aujourd'hui passionné pour ce que vous avez défini, décrit, développé. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.